Bonjour et bienvenue dans le voyage en Rosalie. Avant de commencer à pédaler, j'ai une annonce à vous faire. Rosalie devient une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations, en vous aidant à voir loin ensemble avec les outils de la prospective, en mettant en place les bons réflexes de coopération grâce à des expériences créatrices de liens, et enfin en accompagnant votre communication interne et externe au prisme du lien entre humains. Pour résumer, nous vous proposons de voir loin, faire ensemble et le faire savoir. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com. Et maintenant, montons dans la Rosalie pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, vous le savez, ce podcast a pour vocation de faire rayonner celles et ceux qui construisent des liens, là où d'autres construisent des murs. Bienvenue dans ce nouvel épisode du voyage en Rosalie. Notre époque est complexe. Tout s'imbrique. Quand on s'intéresse à un sujet, un autre surgit immédiatement en embuscade. Tout s'accélère, tout vacille en même temps, presque. Le climat, la démocratie, notre vie au travail et même nos liens. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la création de ce podcast. Face à ce vertige, beaucoup cherchent des solutions simples, des réponses tranchées. Mon invité du jour prend le chemin inverse. Il fait de la complexité un point de départ et de la fraternité la condition pour s'en sortir collectivement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur sous l'égide d'Edgar Morin de la chaire UNESCO Complexité, Lionel Scotto d'Apollonia. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Vous êtes chercheur en sociologie, spécialiste des questions climatiques. Vous développez des projets en sciences participatives sur des problématiques sociales, politiques, de santé ou environnementales au sein du laboratoire citoyen Artiviste Atelier. Et vous portez aujourd'hui un projet qui s'appelle les Oasis de Fraternité. Un projet qui part d'un constat simple, nos sociétés vacillent, les liens se délitent et il devient urgent de passer à l'action. C'est de tout ça dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai deux petites questions rituelles. Première question importante, est-ce qu'on se dit tu ou est-ce qu'on se dit vous, Lionel ? Alors, on ne sait pas, on va tirer au sort. Alors, moi, je pense que on devrait se tutoyer, mais si les dés disent l'inverse, on va se vouvoyer, comme tu veux. Je pense qu'on peut prendre des décisions. Ouais, on va se tutoyer. On va se tutoyer. Hein, on va se tutoyer, oui, voilà. Dieu ne joue pas au dé, paraît-il. C'est important ou pas ce tu, ce vous ? Et je pense que facilement ? Moi, je tutoie facilement indépendamment des situations, parce que dans l'héritage d'Edgar, il s'appelait un affectuel, c'est lui-même qui s'appelait comme ça. C'est la contraction de affectif et intellectuel. Et donc, dans ce côté affectif, humain, le tutoiement lie plus rapidement, surtout qu'on est dans des situations un peu informelles comme ça, où on n'est pas dans une scène publique où le vouvoiement est de rigueur. Donc voilà. Un peu informel. On est quand même en train de pédaler dans une Rosalie. Oui, d'ailleurs, je suis fatigué, je suis un peu essoufflé. Je suis désolé pour les auditrices et les auditeurs. Est-ce que tu peux me décrire le paysage sonore dans lequel on est en train d'évoluer ? Alors là, on est en train de pédaler. On est au bord de la mer et donc on entend les vagues avec ce petit va-et-vient des vagues qui nous bercent quelque part. Encore un qui me fait pédaler dans le sable. Eh oui. Ça va être dur au niveau sonore. Et on entend le cri des mouettes, etc. Moi, je trouve que c'est très agréable. Et merci de cette invitation. Là, on respire un grand air. On est dans une émission de radio qu'on pourrait qualifier de iodée. Hein. Exactement. Voilà, ça... Merci à toi de nous emmener sur les côtes. Lionel, tu côtoies régulièrement Edgar Morin, je l'ai dit, ce monsieur qui a 104 ans, qui en impose évidemment par sa vivacité intellectuelle. Pablo Servigne, qui était ici il y a très peu de temps, nous disait à quel point sa rencontre avec Edgar Morin l'avait transformé. Pour toi, qu'est-ce qui résonne aujourd'hui encore très fort dans la pensée d'Edgar Morin ? Qu'est-ce qui, dans ce qu'il a écrit, est de nature à éclairer notre époque et notre futur ? Alors, c'est la question, on pourrait passer toute l'émission de radio là-dessus. Donc, plutôt que d'avoir un long discours, je prends une anecdote. C'est beaucoup plus peut-être parlant pour les auditrices et les auditeurs. Pour qualifier et comprendre ce qu'est l'homme et l'héritage. Parce qu'on peut pas dissocier l'un de l'autre, un affectuel. Et donc, place de la Canourgue, je crois qu'il a déjà passé les 100 ans, on prend un café, c'est juste peut-être après la Covid, je sais plus exactement. Mais ces situations, je les ai vécues plusieurs fois, donc j'en prends une parmi tant d'autres.
On prend un café, il fait beau, c'est la fin de l'été, on est bien. Bon, on n'est pas au bord de la mer, on n'a pas les mouettes, mais voilà, l'ambiance est très feutrée, très calme, il y a une belle lumière. Et on parle à bâton rompu de tout, de complexité, de l'incapacité des pouvoirs publics à prendre en compte la complexité, ou des experts, etc., du caractère éducatif. Et donc, on mêle, on démêle, et Edgar a cette capacité à avoir l'œil vivant, l'œil espiègle, voilà, et de vraiment une acuité incroyable intellectuellement. Là. Tout de suite, c'est remarquable. Et puis il y a une dame qui s'approche. Je ne pourrais pas qualifier son âge, mais on sent une forme d'hésitation, d'émotion aussi. Donc on est attablé, et puis elle vient et elle nous interrompt. Elle dit Monsieur Morin, excusez-moi, je suis désolé. On sent vraiment toute son hésitation. Vous m'avez tellement inspiré que je suis venu vous saluer. Et donc là, Edgar lui prend la main très chaleureusement, lui serre la main fort, très fort, la regarde avec son regard là qui est unique. Et c'est un moment de silence. Mais dans ce moment de silence, c'est un moment d'éternité où cette personne, cette dame-là, il lui prête toute son attention. Et c'est un moment suspendu. Il sait que là, ce moment, pour elle le vit comme quelque chose de remarquable, et lui aussi, parce qu'il se nourrit de ça. Et donc, la conversation ne va pas plus loin, mais cette anecdote qualifie Edgar, c'est-à-dire que à la fois avec cette vivacité d'esprit et cette capacité incroyable à faire des liens, des reliances, relier tout, voilà, dans la complexité, démêler, remêler, démêler, délier, et en même temps ce côté affectif et humain, émotionnel, où il y a une forme d'authenticité, de sincérité, avec une vraie notion, mais ça va au-delà de spontanéité, d'altérité. De relation à l'autre. Voilà, de relation à l'autre qui sont remarquables. Et effectivement, en ça, forcément, chaque personne qui a pu avoir la chance de rencontrer Edgar, dans le côté éphémère et furtif d'un instant, comme ça, partagé, ou d'une conversation plus déliée, plus intellectuelle, etc., forcément, il laisse une trace indélébile. Son œuvre, elle est colossale. Par quoi on commence pour Edgar Morin pour les débutants? Et parce que ça peut faire peur. Oui. Qu'est-ce que... Alors, Edgar Morin pour les débutants. Alors, peut-être que faut pas, moi je dirais, lisez le livre d'Elisabeth Sénégas, Manifeste de bricolage social. Pourquoi? Parce que Edgar, je crois, c'est peut-être je me trompe, 2007, on va dire, Elisabeth, et c'est ce qui nous lie ici, le lien, la fraternité, avec ses chimères citoyennes à Grenoble. Et Edgar l'a poussé à écrire. Il disait non, mais là vous êtes en action ce que je veux être en pensée. Donc écrivez, témoignez, allez-y. Et donc il a poussé Elisabeth, qui est pas du tout, qui est une femme de terrain, d'action, et pas du tout, parce que c'est très difficile l'écriture, ça se fait pas comme ça. Et donc elle a écrit ce manifeste du bricolage social, et qui traduit en action la pensée complexe. C'est quoi? C'est comment manager avec l'incertain. Comment faire quand on sait pas faire? Comment faire quand c'est imprévisible? Comment faire quand c'est indéterminé? Et la pensée d'Edgar, elle est là dans l'incertitude, dans la complexité. La complexité, c'est quoi? C'est prendre l'incertitude, le fait que on ne peut pas forcément savoir. Il y a des fois, on peut savoir. Il y a une prédictibilité. On peut prévoir la météo à 2 jours, et encore. Voilà. Mais dans le caractère humain, dans l'évolution des sociétés, dans l'avènement de ce qui est arrivé avec la crise de la Covid, ou maintenant de la révolution de l'IA. Là, je prends 2 exemples comme ça. Personne n'aurait pu prédire il y a 10 ans ce qui allait advenir. Et donc c'est peut-être ça l'introduction à la pensée complexe. Donc c'est peut-être de prendre des ouvrages décalés comme celui d'Elisabeth Sénégas, ou de lire Introduction à la pensée complexe, qui est peut-être pas son meilleur ouvrage, mais qui est peut-être celui qui est le plus accessible. Et je pense qu'il est carrément impossible de faire Introduction à la pensée complexe pour les nuls. J'aimerais bien, moi, en tant que directeur de la chaire UNESCO Complexité, parce que c'est avant tout une façon de penser. Peut-être que tu peux quand même nous aider un petit peu. La différence entre complexe et compliqué. Alors, différence entre complexe et compliqué, c'est facile. Vas-y. Alors, compliqué, c'est ça, le compliqué. On va dire, je me transforme en ingénieur. Voilà, je prends les avis d'un ingénieur. J'ai un problème compliqué. Je vais mettre mon ingénierie en place, causale,
et je vais résoudre le problème qui est compliqué. Voilà. Compliqué, c'est que tu peux découper en petits bouts, c'est ça? Voilà, et qu'il va y avoir une ingénierie qui va permettre de répondre à un problème, qui est compliqué. Si maintenant, hop, on prend les habits de la complexité, on va pas attendre à répondre à un problème compliqué, on va se retrouver face à une problématique complexe, c'est-à-dire dont on ne peut tout saisir. Voilà. Prends un exemple. La crise de la Covid arrive, il faut prendre des décisions. Comment on fait? Voilà une problématique complexe. Tout le monde l'a vécu. Masque, pas masque, voilà. Ça, c'est une problématique complexe. Est-ce qu'il y a des solutions? Non, directement, non. Donc, c'est appréhender la problématique complexe et tendre à essayer de réfléchir comment trouver des solutions, mais pas avoir des solutions toutes faites. Voilà. C'est justement parce que les problèmes deviennent complexes. Est-ce qu'ils deviennent de plus en plus complexes d'ailleurs? On parle, ou est-ce que ça a toujours été le cas, mais c'est juste le fait qu'on les appréhende de manière complexe maintenant qui nous fait voir le monde autrement. Moi, j'adore le langage et devenir. Ce mot-là est un mot, on pourrait y passer, philosopher, devenir. Est-ce que les choses deviennent complexes? Non. Ça accélère, on parle d'accélération. Alors, ça, c'est encore un autre problème. Là, il y a encore une autre dissertation. Mais on va rester sur devenir. On va dire, l'homme découvre le feu. On en est au début de l'anthropologie, là, de la naissance et de la conscientisation. On va dire que les hominidés ont commencé à être des hommes à partir du moment où ils ont eu des rituels à enterrer les hommes. L'homme et la mort. Édité en 1954, je crois, par Edgar. Donc, là, les choses étaient déjà complexes. Ça ne devient pas complexe. La complexité, elle est partout. C'est la façon dont on regarde le monde qui fait qu'on accepte de prendre la complexité telle qu'elle est, ou au contraire, on essaye de la simplifier. Et ça, je pense que pour les auditrices et les auditeurs, il suffit de se rapporter à nos vies quotidiennes, à chacun, ou dans le monde du travail. On est tous confrontés à des problématiques complexes. Donc, je pense pas que les choses deviennent complexes. Elles le sont. Après, il y a une évolution. De conscience. Alors, il y a une évolution des consciences, des perceptions, et il y a une évolution des normes sociales. Je veux dire, on vit pas au Moyen-Âge, on vit pas maintenant comme on vivait au Moyen-Âge, à la Renaissance, au siècle des Lumières, et comme on vivra dans 20, 30, 50 ans, 100 ans, voilà ça. Donc, il y a une évolution des rapports, des usages, des formes sociales, si elles se maintiennent ou non, des évolutions avec des disruptions, etc. Voilà. Donc ça, c'est plutôt dans une transformation. Voilà. Qu'est-ce qui devient? Mais les choses, elles restent complexes par nature. Qu'est-ce que ça produit sur nous, individuellement et collectivement, le fait d'avoir à faire face à des défis pour lesquels il n'existe pas de solution claire? Apprendre à manager, c'est jubilatoire pour tous ceux qui ont touché la pensée complexe et qui ont commencé à écouter des podcasts comme celui-ci, des émissions de radio ou à lire. Pourquoi? Parce que l'esprit humain, surtout nous Français, pays des droits de l'homme, cartésien, voilà, rationnel, on dichotomise, on rationalise, voilà ça. C'est une façon de penser qui est à la fois facile et réductrice. Et d'ailleurs, qui, d'un point de vue politique, peut être très bankable, si je me permets ce néologisme anglais. Mais à partir du moment où on apprend à prendre les choses dans leur complexité et à se dire que finalement on ne peut pas tout saisir, qu'on ne sait pas forcément saisir l'incertain, qu'il y a peut-être pas de solution facile et que peut-être on est face à des choix cornéliens, mais qu'il y a cette jubilation à se dire des auteurs comme Edgar, parce que l'œuvre est magistrale, ont réfléchi à ça. Il y a une forme de jubilation qui naît. Et ça va au-delà même de « je suis face à l'improbable, mais je suis face à la différence ». Je suis pas d'accord avec toi, et là c'est ce que nous enseigne Edgar, même s'il n'y a pas d'enseignement en tant que tel, parce qu'il n'y a aucun dogmatisme, bien au contraire, ce n'est que de l'ouverture. Tiens, nous ne sommes pas d'accord, Kim, toi et moi, on va pas... Mais c'est génial, acceptez ça. Accepter la différence, et la différence comme altérité, mais qui va nous nourrir, non pas qui va nous séparer. Parce que la difficulté, la tension, le conflit, tend à séparer les gens. Mais on oublie souvent que de manière dialectique, dialectique de manière, on va dire, un sens inverse, tend aussi à nous réunir.
Voilà. Et donc, si on apprenait simplement, depuis la toute petite enfance, à faire en sorte, non pas qu'il y ait une tolérance, mais à vivre la différence. Parce que tolérer, c'est déjà une position de surplomb. Mais de vivre la différence. Tu ne penses pas comme moi, viens m'enrichir. On va discuter. On se met pas d'accord, mais c'est génial. Par contre, on va aller prendre un café. Voilà. On est capable de faire du vivre ensemble à travers cette différence-là. Et je pense que là, on touche à la fraternité. Alors, on va y revenir. Moi, je veux rester un petit peu encore sur ce paradoxe. Ce paradoxe qui est que, effectivement, dans un monde complexe et dont on a pris conscience de la complexité, on se retrouve avec une extrême polarisation. Là où l'hétérogénéité devrait permettre d'aller chercher des solutions à la complexité, eh ben on va dans la simplification et dans la polarisation. Comment tu regardes ça, toi? Alors moi, je suis pas sûr que si on prend la société dans son ensemble, hein, les organisations, les acteurs, les associatifs, les grands groupes, les services médicaux, on embrasse large. Hein. Je pense que la complexité fait peur. Je pense pas qu'on l'appréhende. Elle fait peur, pourquoi? Parce qu'elle nous renvoie à notre indétermination. Elle nous renvoie à notre finitude. Ouais, mais c'est pas parce qu'on veut pas la voir qu'elle est pas là. Donc, Mais je pense pas que la conscientisation de la complexité soit générale. Et du coup, le monde se polarise. Ouais. Et le monde se radicalise. Voilà, et on le voit bien là en ce moment. Malheureusement, on est en 2026, les conflits armés. C'est quoi la polarisation? C'est le fait de rechercher des solutions simples à des problèmes qui ne le sont pas. Mais la polarisation, c'est le fait de pas accepter l'autre tel qu'il est et de tendre à une nature conflictuelle qui voudrait avoir un rapport de force gagnant sur l'autre. On va pas juger, par exemple, de ce qui se passe en ce moment dans le conflit en Moyen-Orient. Mais en attendant, c'est des rapports de force qui sont polarisants. Bien sûr, dans la guerre, ça polarise. Mais si on reprend les ouvrages donc c'est un des premiers sociologues, Simmel. Donc ça s'écrit Simmel, mais ça se prononce Simmel. Avant Weber et Durkheim. Donc il y a inspiré énormément Edgar, mais toute l'école de Chicago. Bon, bref, je vais pas faire un cours de sociologie ici. Sur le conflit et sur ces éléments-là, il a très très bien thématisé. C'était donc début du XXe siècle, hein, c'est le début de la sociologie. Comment à la fois le conflit réunissait et séparait. Et donc là, quand il n'y a pas cette acceptation, le monde il se polarise. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'intelligibilité, il y a plus de dialogue. Donc on polarise, on schématise, on va tendre. Et d'ailleurs, on va le retrouver dans l'espace médiatique. Donc je fais absolument pas un procès des médias, mais la façon dont est marketée l'information, le dialogue, elle va être beaucoup plus vendeuse si elle est polarisée, si elle crée du buzz, que si elle est dans la nuance. Alors, j'inviterais les jeunes auditeurs et auditrices à écouter, par exemple, je sais pas si on le retrouve sur l'INA, les cercles de minuit, avec Laura Adler. Voilà, qui étaient des lieux où ça, avec l'effervescence, comme ici, on va pouvoir rentrer dans les détails. Voilà, donc c'est là, si on est sur les médias traditionnels, la norme est de polariser l'information. Et d'autant plus que l'attention des auditeurs, des spectateurs, des téléspectateurs coûte cher, donc il faut rentabiliser, quoi. Voilà. L'enjeu de la chaire UNESCO, c'est d'enseigner, de valoriser cette pensée complexe à tous les niveaux de la société et dès le plus jeune âge. Justement, comment tu peux nous parler concrètement des différents champs d'action de la chaire? Comment vous agissez sur cette public? Alors, il y a une partie enseignement et une partie recherche, et les deux sont liés. Et d'ailleurs, je dirais pas enseigner. Enseigner, c'est j'arrive, j'ai le savoir, et je vais enseigner. Le leitmotiv, la façon dont nous on perçoit la formation, l'éducation à la complexité, c'est-à-dire tendre à arriver à créer un sujet autonome, d'un point de vue de son esprit critique, et en même temps d'un point de vue de ses propres émotions, et de ne pas dissocier le caractère émotionnel de son propre jugement qui va pouvoir faire. Donc, on va pas arriver avec des savoirs et du dogmatisme. C'est, par exemple, pour la toute petite enfance, une des façons de faire, c'est intuitivement, par exemple, une éducation à la complexité d'un écosystème. Là où il y a des grenouilles, des tétards, voilà. Bon, là, on est sur quelque chose de très naturel, hein. C'est de aller prendre une épuisette,
peut-être faire un petit peu, pas de méditation, mais de la petite enfance, des 4-5 ans, fermer les yeux, écouter, se recentrer sur soi. Donc, en fait... Comprendre ce que ça fait sur soi. Exactement, c'est éprouver. Si on reprend les propos d'Edgar, c'est éprouver. Donc éprouver, écouter, de fermer les yeux et de se dire ah ben là, alors on est en Rosalie, on pédale pour les auditeurs. Il y a des mouettes. Sur du sable. Ouais, sur du sable. On va aller vous inviter à prendre une glace avec nous à la fin de l'émission. Là, ça va sentir bon, le sable chaud, etc. Mais c'est de se reconnecter et d'écouter, de sentir, d'être là, peut-être de fermer les yeux, de faire le silence. Et pour après être dans de l'activité, du concret. Et une fois qu'on a fait ça, donc quelque chose de très intuitif en fait. Parce qu'on se connecte à soi, on se connecte aux autres, et après, on va se connecter à la nature. Et on va ramasser, on va faire l'inventaire. Tiens, un sac plastique, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais dis donc, voilà. Et donc, là, c'est un exemple sur la toute petite enfance. Mais c'est cette façon-là d'aborder avec ce qu'on pourrait qualifier d'éducation informelle. C'est quoi une éducation informelle? C'est que l'enseignant, le professeur, moi je dirais l'animateur finalement, n'est pas là pour donner du savoir avec « il y a un terreau à la fin », mais c'est plutôt « venez, on va vivre une expérience ». Et derrière, peut-être, on va tisser du savoir et on va voir ce que les scientifiques nous racontent, voilà. Donc vous travaillez avec des enseignants, Oui, alors voilà. Alors là, il y a il y a l'essai de savoir pour l'éducation du futur, un livre d'Edgar majeur, voilà, qui a eu un énorme retentissement et qui continue, à être lu. Mais c'est de développer justement des formes non pas alternatives d'éducation, mais de revenir sur on est toujours à ça, à l'homme, l'affectuel, c'est-à-dire de toujours revenir à l'être humain éprouvé pour après mieux comprendre. Voilà. Et en laissant un pas de temps que les programmes scolaires ne laissent peut-être pas. Parce que chaque enfant est dans sa propre problématique. On ne peut pas occulter qu'une problématique pour un enfant, quand on se met à hauteur d'enfant, soit complexe. Dans ses émotions, dans ce qu'il vit, dans la façon dont il grandit, dans ce qu'il vit dans la famille, dans ces familles maintenant qui sont disloquées, recomposées, etc. Donc là, il y a eu un changement de la norme sociale. Et donc, à hauteur d'émotion d'enfant, quand il arrive dans une salle de classe, il y a toute sa problématique qui est forcément complexe dans sa singularité. Et donc, de laisser le temps aussi, voilà, de pas être dans cette norme tout de suite de la rentabilité, parce que on ne sait jamais la petite graine que l'enseignant peut semer et ce qui peut advenir, quoi. Voilà. Ça, c'est les tout petits. Oui. Et après, comment vous intervenez auprès des autres publics? Allez, on va faire un grand pont là. Ça, hop, on passe là un bras de mer avec la Rosalie. On va se placer, par exemple, moi j'enseigne je suis responsable d'un master 2 qui s'appelle UE. UE, c'est unité d'enseignement enjeux et controverses. Donc là, c'est des master 2, filière d'excellence. La façon d'enseigner l'éducation, c'est l'éducation aux controverses, à la complexité des controverses. Et là, on rentre dans des sujets socialement, scientifiquement et politiquement très vifs. Les OGM, la crise de la Covid, les microplastiques, les vaccins, le climat, l'anthropocène, les éléments comme ça. Et ça, c'est formidable. On peut détailler un peu la controverse, c'est l'art de faire sortir ces sujets complexes des expertises et de confronter des points de vue et justement l'hétérogénéité des points de vue. Et voilà. Et donc, par exemple, la crise de la Covid, tout le monde connaît, tout le monde l'a vécu. Donc, comment prendre une décision dans une situation d'incertitude? On sait qu'on sait pas, là, on le sait. De zone d'ignorance. On sait qu'on sait pas certaines choses, mais on les ignore. Donc, on est dans des points aveugles. Et qu'il faut prendre, alors il y a des controverses, forcément, voilà, Didier Raoult, etc., voilà, etc., les controverses, et il faut prendre des décisions. Là, c'est urgent. De toute façon, on n'a pas le choix. On confine pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est former, donc les Master 2, à se dire, maintenant, comment on fait pour manager une décision dès lors que là, la science nous ramène pas une vérité toute faite et voilà. Et donc, les modalités d'enseignement, donc là on est toujours sur la chaire UNESCO, et j'ai vécu une belle expérience, je crois que c'était en 2022,
Edgar Morin nous fait l'introduction de l'université populaire. Edgar Morin, éponyme. On le fait à l'université, à la fac de médecine de Montpellier, qui est une université prestigieuse, voilà, qui a toute une histoire, voilà, jardin des plantes. Et il attaque, à l'époque, c'est de guerre en guerre, le conflit, la complexité du conflit ukrainien. Il fait une leçon d'introduction remarquable. Acte 2, 6 mois plus tard, mes Master 2, je leur dis, vous allez faire l'université populaire Edgar Morin 2. Et vous allez être notés, et vous allez passer devant un amphithéâtre. Et vous allez analyser des sujets de controverse qu'on va vous proposer. Alors bien sûr, ça leur a créé beaucoup de stress, je suis désolé s'ils m'écoutent. Mais en attendant, ils sont obligés de se challenger. C'est-à-dire que là, comment on fait? Et ils doivent présenter leur analyse. Et en fait, ça s'est très très bien passé, parce que justement, éduquer à la complexité, c'est apprendre qu'on va pas arriver avec des vérités, et qu'au contraire, on va prendre des chemins sinueux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, voilà, sur ces questions-là. Alors Lionel, au sein de la chaire UNESCO, il y a un projet que tu portes et qui te tient particulièrement à cœur, c'est celui des oasis de fraternité. Alors on connaissait les think tanks, les laboratoires d'idées. Les oasis de fraternité, c'est autre chose, c'est des do tanks. C'est des laboratoires d'action. Est-ce que tu peux me raconter très concrètement ce que c'est qu'une oasis de fraternité? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y fait, les oasis de fraternité? Alors préalablement, moi je suis qu'un passeur. Je ne suis qu'un passeur. C'est-à-dire que je n'ai fait que traduire en mots, dans un projet de recherche, l'œuvre d'Edgar, La fraternité pourquoi, en 2019. Voilà. Celles et ceux qui nous écoutent veulent, c'est un petit ouvrage facile et passionnant. L'ouvrage dont je parlais d'Elisabeth Sénégas, le manifeste du bricolage social. Et c'est sur cette base-là que j'ai construit ce projet de recherche, donc Oasis de fraternité. Dans l'ouvrage d'Edgar, Edgar nous appelle, il lance un appel en disant il faut créer des oasis de fraternité. Voilà. Donc ça c'est le préambule, hein, voilà. Et donc je parle pas en mon nom parce que moi je n'ai fait que traduire en recherche ce qui avait déjà été écrit par Edgar et Elisabeth. Donc ces oasis sont des espaces qui peuvent être des espaces fermés ou ouverts dans l'espace public, qui peuvent être aussi des espaces symboliques ou imaginaires. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ces espaces? On y recrée du lien. On y recrée du lien à soi, on y recrée du lien aux autres, on y recrée du lien à la nature. Ce qui reprend les éléments d'éducation. Comment recréer du lien à soi, du lien aux autres, du lien à la nature. Quand j'ai pris l'exemple de la toute petite enfance. Et donc, ça part de quoi? Ça part d'un constat que, alors, liberté, égalité, fraternité, cette triade républicaine, tout le monde connaît, c'est sur les frontons des mairies et des écoles. Mais la fraternité, peu à peu, s'est vidée de son sens pour se fragmenter et devenir de plus en plus lointain dans notre horizon commun. Et peut-être un mot magnifique, mais finalement vide de sens. Et sans espace, véritablement, pour les... C'est celui qui est le moins cité, en tout cas, hein, quand on demande quel est votre mot préféré, voilà. Votre devise sur les frontons des mairies. Et oui, parce que il est en même temps poil à gratter, pourquoi frater et pas sororité, adelphité, etc. Exactement. Donc il est d'un point de vue du genre, donc ça pose des problèmes. Et d'un point de vue de sa traduction dans le droit, finalement, il y a très peu de choses, si ce n'est un arrêté au rouge, je crois, en 2018, voilà, où il y a pas, on peut accueillir des gens, il n'y a pas de délit de fraternité. C'est par rapport à l'accueil de migrants sans papier. Donc, le constat, si on le prend plus large, c'est que on est dans ce qu'Edgar Morin appelle les polycrises, donc c'est facile à comprendre, en fait. Les polycrises, c'est crise économique, sociale, démocratique, technologique maintenant, avec l'avènement de l'IA, là, qui arrive dans tous les sens. Mais au fond, peut-être la question la plus profonde, celle que nous affrontons toutes et tous, c'est la crise de la relation humaine elle-même. Donc la crise de la fraternité. Et ces oasis de fraternité, c'est de répondre à une question qui est à la fois simple et complexe, c'est comment remettre la fraternité. Donc si on le prend d'un point de vue général au cœur de notre contrat social, fameux contrat social de Rousseau, mais au cœur de nos vies quotidiennes.
Donc dans notre vie familiale, dans les organisations, dans les entreprises. Et donc comment? Comment? La réponse, c'est avec les oasis de fraternité. Avec cette spécificité, cette spécificité, c'est que le projet est en recherche, action participative sur les bases de l'héritage de la pensée complexe d'Edgar. Donc, en fait, c'est de la rap. Donc, c'est pas de la rap où on va faire rapper, on va être là en mettant un bon son et c'est de la recherche. Donc, on greffe une loupe analytique pour analyser la portée de ce que l'on fait. Sur l'action, sur la base de ce que les personnes, les participants veulent faire, que l'on a dans des ateliers participatifs, et dans la participation en prenant le public le plus large possible. Alors là, on en est à un point où on est satisfait, c'est pas toujours le cas dans les projets de recherche, on a souvent des écueils, des échecs et des erreurs, il faut les accepter, mais c'est qu'on a réussi, le tour de force, à avoir un public vraiment très large, aller de personnes en situation de grande fragilité, parfois vivant dans la rue, jusqu'à des chefs d'entreprise en burn-out. Ou non, parce qu'il y a pas, on ne va pas forcément vers les fragilités, mais pour refaire justement cohésion, contrat social. Et ces oasis de fraternité, elles permettent en fait, à travers cette symbolique de comment retisser du lien, de repenser ce contrat social. Donc là, on est. Alors, explique-moi concrètement qu'est-ce que ces gens, donc dont on a vu qu'ils sont très très hétérogènes, font ensemble. Où ça se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce que... Alors, 2-3 petits exemples, et les auditeurs et les auditrices, si vous le reproduisez chez vous, revenez vers Kim et faites-lui un retour d'expérience. Ça encourage l'expérimentation. Retour d'expérience, et ça peut être... Tu parles d'audace de la rencontre, tu l'encourages. Je l'encourage. Je l'encourage. Non, mais ça peut être très simple. Donc, on a commencé dans la rue. On a commencé dans la rue le 23 juin dernier, on était à Montpellier avec manifestation artistique, culturelle, les gens viennent, on se retrouve là, on plante des graines. Je vous fais du départ, comment ils se retrouvent là? Comment vous les avez invités? Non, il y a un spectacle, c'est gratuit, il y a des animations, ils s'arrêtent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils s'assoient, voilà. On réitère l'expérience parce qu'on veut capter le public le plus large possible. Le 8 octobre, donc on est toujours à Montpellier, en partageant le repas des Restos du Cœur, en investissant une place centrale de Montpellier toute la journée, avec de la création, de la musique, des danses folkloriques, des tables où on peut dessiner, mettre les enfants, etc. En fait, vous créez la possibilité de la rencontre. Voilà. Okay. Alors ça, c'est la première étape. On mobilise. Et après, là, c'est ce que j'invite à refaire chez vous. C'est très simple. Vous prenez un pot de conserve. Voilà. Plutôt, alors, un bocal. Voilà, un bocal. Ouais. Un bocal. Alors, on avait pris des morceaux de bois, des petits caplats, des bouchons en liège et des pinces à linge. Tout le monde a ça chez soi. Ouais, voilà. Hein, donc ça c'est atelier participatif. Hein. Et donc on va faire le cocktail de la fraternité. Cocktail de la fraternité. Qu'est-ce qu'on y met dans ce cocktail? On y met ce qu'on veut. Sur la base de les caplats, c'est les ingrédients. Qu'est-ce qu'on y met dans la fraternité? Qu'est-ce que tu y mettrais toi, Kim? Tiens, je te pose la question. Donc les caplats représentent... Qu'est-ce que tu y mettais dans la fraternité? De la solidarité, du cœur, t'as envie de quoi? D'amour? Tu peux réfléchir à l'infini. Hein, les auditeurs, vous pouvez réfléchir... Alors moi, je vais te mettre un capla... confrontation, mais saine confrontation. Voilà. Alors voilà, on part sur la fraternité qui est en tension. Alors, un premier capla, on peut en mettre autant qu'on veut, parce que le cocktail, il est pas forcément digeste du premier coup, hein. Après. Donc ça, c'est les, on donc met chacun vient et met son, alors, par deux, on a fait des groupes de 2 complètement aléatoires, et les gens se connaissent pas, et voilà, ça aplanit toutes les positions sociales. Okay. Voilà, ça, et donc par 2, et donc ils écrivent, alors moi je mets ça. Donc je fais une petite pause parce que vous voyez pas Lionel, mais il jubile en racontant ça. Oui. Donc ils écrivent sur les caplats, ils mettent dans la conserve, et ils en mettent autant qu'ils veulent. Okay. Après il y a les bouchons. Donc les bouchons, ça va être les saveurs. Mais c'est quoi une saveur de la fraternité? Alors une saveur de la fraternité. Alors mais qu'est-ce que vous entendez? Ah ben vous savez quoi? Le champ des possibles est infini. Mettez ce que vous voulez. Alors moi, je te dirais la rencontre d'inconnus. Je trouve ça savoureux. Inconnu, c'est savoureux. Voilà, on est au bord de la mer, on va, voilà. Bon, bref, et on met les bouchons de liège. Ouais. Et la pince à linge va être la note. Et oui, parce que si on fait de la mixologie des cocktails, c'est la note. Qu'est-ce qui va sortir?
un peu d'amertume, un peu d'acidité, un peu de sucré. Alors, qu'est-ce qu'on y mettrait comme note? Cette petite note qui fait que le cocktail va être différent. Alors, bon, donc les personnes écrivent la note, et ils remplissent une petite fiche et vont donner un nom au cocktail. D'accord. Alors, il y en avait, je les ai pas en tête, mais donc, voilà. Et après, on est en atelier participatif, donc c'est totalement intuitif. C'est joyeux, c'est drôle, aucune limite, on peut mettre ce que l'on veut, et après, chacun, il n'y a pas de jury. Alors, t'as le souvenir de quelques cocktails, de quelques noms Là, ça me revient pas, il faudrait que je regarde, je les ai dans le téléphone, là, pour trouver les noms, mais ça tournait, c'est très hétérogène, en fait, il y a vraiment ça. Plutôt joyeux, j'imagine. Oui, ou même ça peut partir sur de la confrontation, ou voilà, ça, parce que la fraternité. En fait, c'est ce qui pose question aux gens. Quoi. Exactement, voilà, ça part de leur ressenti. Et puis après, on n'est pas devant le jury international des cocktails de la fraternité. C'est plutôt, on va faire le cercle de présentation des cocktails. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans le cocktail? Alors, moi, j'ai mis ça, tout ça, tac, tac, tac. Voilà un atelier participatif. Et ça, on peut le reproduire chez soi. C'est drôle. Envoyez-nous vos recettes de cocktails. Voilà, envoyez les recettes de cocktails de la fraternité. Je les prendrai, je les intégrerai dans le corpus, c'est-à-dire la création de la donnée de ce que l'on fait. Voilà. Parce que du coup, vous avez un regard de chercheur là-dessus après. Ah mais là, moi je fais de la recherche, c'est-à-dire on enregistre, on filme, on a tout ce qui a été écrit, il y a une fiche de cocktail, il y a le nom, il y a le pourquoi, il y a l'interaction, il y a le retour sur est-ce qu'on a aimé cet atelier cocktail ou non. Bon, il se trouve que là ça fonctionnait très bien, et en matière de recherche action participative, il faut être très humble, parce que si ça marche une fois sur deux, quand je dis ça marche, c'est-à-dire en matière de recherche, d'action et de participation, c'est alléluia. Ah oui. Le manuel de bidologie, ce qu'on met à la benne, des jeunes filles, est bien plus important. On ne design pas comme ça des ateliers en claquant dans les doigts, et souvent on est confronté à l'erreur. Mais ce qui est très intéressant, parce que l'erreur renseigne sur la façon dont on n'a pas, en tant que chercheur, bien appréhender la complexité de ce que l'on était en train de faire. Donc c'est aussi un retour réflexif. Être critique, et Edgar est pas le premier ni le dernier, mais a toujours été très réflexif. Journal de Californie, il raconte, ou Mes démons, voilà, de se dire avant tout, c'est de se mettre soi avec sa propre subjectivité et ses propres biais. Voilà, donc faut pas avoir peur d'aller vers l'erreur et d'être critique, voilà. Alors, donc on est à l'heure de l'apéro, là, on va boire les cocktails, là, Donc ça, c'est une initiative, il y en a plusieurs, j'imagine. Alors c'est plusieurs dispositifs. Ça, c'est le dernier atelier participatif, c'est l'acte 1 du dernier atelier participatif que l'on a fait. On comprend bien comment ça peut nourrir individuellement ces binômes qui participent ensemble et puis qui se donnent l'occasion, en fait, de co-créer et de co-réfléchir, même si ça peut être très léger, sur ces questions de fraternité. Comment c'est quoi l'objectif de la recherche-action justement là? Qu'est-ce que vous êtes en train de dresser, je crois, une cartographie des acteurs, ça c'est une chose. Alors, et puis, mais qu'est-ce que c'est quoi? Vous êtes en train d'essayer de cartographier ce qui fait que la fraternité peut advenir, peut avoir lieu. Comment ça? Alors, je vais le faire en bullet points au départ, sachant que chaque bullet points, on peut y passer des heures. Ok. Donc, si on s'est rencontrés, voilà, toi et moi, c'est parce que j'ai rédigé le projet et que, à l'échelle nationale, en tout cas de la France métropolitaine, on va dire, pour le limiter à cet espace géographique, il y a une effervescence de personnes qui, plus ou moins explicitement, sont autour de ces valeurs de fraternité et ont envie de recréer du lien, sans forcément parler de fraternité. Et à partir du moment où j'ai rédigé le projet, avant même de le soumettre à l'Agence nationale de la recherche, il y a eu un phénomène, c'est génial parce que c'est thématisé dans la pensée complexe d'Edgar, d'émergence, d'agrégation. Le projet a servi d'attracteur. Et il y a tout un ensemble d'acteurs qui ont dit, mais on a entendu parler, c'est génial, on fait des visios, tac, 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 tac. Et donc il y a un collectif à l'échelle nationale qui existait déjà, mais qui a été émergent. On peut prendre l'image, au risque de la naturalisation, comme rhizomique, comme des champignons. C'était là, et en fait, le projet a révélé cet écosystème d'acteurs. Donc on en cartographie à l'échelle nationale les acteurs qui travaillent autour d'une valeur commune, la fraternité, ou d'éléments contingents, la solidarité, le care, le lien, l'aide, voilà, bon.
Donc ça, c'est un premier élément. On dresse, c'est une première bullet point, une cartographie des acteurs, des collectifs à l'échelle nationale. Deuxième élément, il faut redescendre après au niveau d'échelle, parce que si on le fait à l'échelle nationale, c'est trop réducteur. On peut pas avoir une intelligibilité. C'est à l'échelle locale que les choses se passent. Donc là, on est en train à l'échelle de Montpellier, là on a le territoire d'expérimentation, le Montpellier, le laboratoire vivant des oasis de fraternité. On fait une cartographie des acteurs à l'échelle locale, en faisant les liens à l'échelle nationale. Donc on a une forme donc ça c'est une deuxième bullet point. Mais ce qui nous intéresse, avant tout, là on fait l'état des lieux, de l'existant. Quels sont les acteurs? Des acteurs qui veulent œuvrer pour la fraternité. Et nous, on est dans ce schéma émancipateur. Ce qui, en matière de recherche, n'est pas évident, parce que ça introduit un biais. À partir du moment où on épouse une cause qui est normative, donc, si je le traduis, qui est politique, politique au sens politique civilisationnel d'Edgar Morin, dans sa vision globale de terre-patrie, mais en tant que chercheur, c'est pas évident de se positionner en disant « le monde va mal », et j'ai envie d'essayer qu'il advienne de manière meilleure. Dedans et dehors. Hein. Mais en même temps, mes valeurs à moi sont pas forcément des valeurs de domination, puisque ceux qui sont contre moi, il faut que je les accueille comme tels. Donc c'est pas évident, hein, ça pose un biais. Donc on se dit dans ce schéma émancipateur en se disant, nous on veut recréer du lien, on veut pousser, alors que ce soit la fraternité, la solidarité, quels que soient les mots que l'on emploie, et on veut faire émerger ces espaces concrets, physiques, et en même temps symboliques. Et donc c'est là où on va animer ces ateliers, avec l'idée d'on va créer ces espaces, mais c'est là où le chercheur, je parlais d'enseignement tout à l'heure, hein, on n'a pas de savoir. On se place pas, on sait pas mieux, au contraire. On se soustrait. C'est les personnes dans la vie quotidienne qui savent bien mieux que nous, où on est au mieux à position égale d'horizontalité, et c'est pas une posture qui serait une posture esthétique de recherche. Non, c'est au contraire. On descend à hauteur de la vie des participants que l'on rencontre pour leur dire ben regardez, le cocktail c'est ça. Qu'est-ce qu'on va y mettre derrière dans la phase 2 de l'atelier participatif? On a eu ce premier moment en gros drôle. Si vous le faites chez vous, les auditeurs et les auditrices, vous pouvez le faire, c'est drôle ça. Tout le monde a envie de ce cocktail-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Derrière, donc on fait une petite pause, on discute et on repart maintenant en atelier en se disant j'ai vécu un moment de fraternité, au contraire un moment, non, qui était pas sympa. Moi en tant que femme, par exemple, où là, je suis pas bien dans le tramway ou dans le métro, ou à une insécurité, ou alors un moment, non, mais je voulais avoir de l'aide, bref, et des retours de vécu pour comprendre, en fait, en matière de recherche, je suis toujours sur la recherche. Qu'est-ce qui se lie et se délie? Parce qu'on est toujours dans un mouvement qui est antagoniste. Ça se fait, ça se défait. On est en train de pédaler avec la Rosalie, c'est comme les vagues. Elles vont, elles viennent, et si on est plutôt sur la côte méditerranéenne, on imagine qu'on est sur l'Atlantique, en plus il y a les marées. Donc le phénomène, en plus, il peut être avec une énorme amplification ou non, et voilà, et tout dépend des coefficients. Et donc on essaye d'analyser à travers nos ateliers, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la société, pour comprendre là, et de créer ces espaces pour tendre à aller répondre à ces problématiques complexes. Et pas être dans le monde des bisounours de « regardez, on est joyeux ». On fait des cocktails, mais on prépare l'avenir. Exactement, ouais. Tu nous l'as dit, vous mobilisez beaucoup l'art, la culture dans ces dispositifs. Pourquoi l'art précisément? Qu'est-ce que un poème, une œuvre, une pratique artistique permet que ne permet ni le rapport scientifique ni le débat politique? Alors là, effectivement, c'est dans le laboratoire Artiviste où on a développé ça. Le laboratoire Artiviste est le moteur opérationnel de la chaire UNESCO et des projets. Donc dans ce laboratoire Artiviste qui a la spécificité d'être reconnu par l'Agence nationale de la recherche comme un laboratoire, et aussi balisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, alors que c'est un laboratoire de statut association loi 1901. Donc c'est émergent en France, ce type de structure. Donc on se sert de l'art et de la culture. Je vais donner un exemple qui est très simple. On est le 8 octobre, je co-design avec Marie Délice, qui est une artiste. On discute de tout, de rien, pour dire on va avoir des publics très hétérogènes et avec peut-être un obstacle sur la langue. Ok. Voilà.
peut-être que tout le monde ne parle pas français, ou voilà. Comment interagir, comment créer du lien là où il peut y avoir. Donc, de fil en aiguille, c'est du co-design. On réfléchit, tatati, tatata, elle me dit, mais moi, j'aimerais bien reprendre la métaphore du fil, du lien, et de créer un métier à tisser. Donc, on a construit un métier à tisser, et d'ailleurs, on l'a construit, on l'a déconstruit. C'est-à-dire que le jour où on était dans la rue, on s'est mis avec nos petits marteaux, etc., notre visseuse, les gens sont venus. Ça crée du lien. Surtout ceux qui... curiosité. L'humain est curieux. Et surtout ceux qui parlaient pas français. Ok. Et oui, des migrants, des primo-arrivants, peut-être des clandestins, et on juge pas, on n'est pas là pour juger, on prend tel que c'est là, puisqu'on partageait le repas des Restos du Cœur. Et donc ça crée du lien, on tisse, etc. Et donc, que permet ce dispositif? Alors, on filme, on enregistre, tout ça c'est balisé, il y a toute la norme de la construction de la donnée qui est éthiquement très importante, mais il se passe une interaction intuitive, et notamment il y a beaucoup de migrants, de primo-arrivants qui sont arrivés, qui parlaient pas français, qui étaient dans des problématiques très complexes, qui avaient besoin d'un relais au niveau des associations, mais qui ne savaient pas vers qui se tourner là-dessus, même s'il y avait les Restos du Cœur, etc., mais il n'y avait pas forcément les personnes pour réguler, et ça s'est fait par l'écosystème des personnes qui étaient là, des Restos du Cœur, de aller vers du FLE, de français langue étrangère, des associations qui aident les primo-arrivants, etc. Donc, à travers ce dispositif de métier à tisser, où en plus, Marie Délice avait dit, mais je vais rechercher mes pelotes de laine de ma grand-mère. Elle y mettait son cœur. Moi, ça me touche, elle me disait, ça me touche. Et donc là, quand les gens tissaient, donc c'est filmé. Si vous allez sur une chaîne YouTube, mais on a filmé, ça, on voit les mains, on voit les interactions. Et en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer du lien dans le temps. C'est-à-dire qu'on analyse ça dans le temps. Les personnes peuvent passer de manière très rapide, discuter, puis finalement dire « Oh, c'est intéressant » et partir. Et ces personnes-là trouvaient une forme de confort parce qu'il y avait un implicite du lien. Et celles qui sont restées le plus, c'est celles qui parlaient pas du tout français. Et jusqu'à nous faire démonter après. Et après, avoir le traducteur qui nous permette de trouver un échange, de s'asseoir, de prendre un café, etc. Et cette spécificité que l'on a, alors il y a 10 ans de développement, comme je disais, la benne à ordures de tous les dispositifs qui n'ont pas marché, là je parle de quelque chose qui fonctionne, il faut toujours rester humble, parce que ça peut ne pas marcher. Là maintenant, on a cette capacité à rendre opérationnel et reproductible ce type de dispositif, c'est-à-dire on le teste, il fonctionne, le métier à tisser de Marie Délice, on est sûr il peut voyager, on peut le mettre sur la Rosalie là. Allez, on a de la place, toute la place qu'on veut. Quoi d'autre? Sortir une guitare, juste? Oui, et faire une chanson. Voilà. Ouais. Ça. Pour un autre exemple, c'est tu veux. Alors. Comment l'art est reliant en fait. Alors, un exemple. À Montpellier, il y a beaucoup de street artistes, donc je parle beaucoup de Montpellier parce que le terrain expérimental est à Montpellier. Il y a beaucoup de street artistes. C'est un spot du street art. Donc on prend des street artistes, plusieurs, avec une ligne à une direction artistique. Comment envahir au sens noble du terme, l'espace public. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on va coller, comment, pourquoi? Est-ce qu'on va aller sur les murs ou est-ce qu'on va mettre des plaques en bois? Est-ce qu'on va créer Et donc certains street artistes vont coller des œuvres qu'ils ont déjà, magistrales. À la maison, j'en ai récupéré une de Sunny Jim, qui est belle comme tout, voilà, qui est rayonnante. Et d'autres vont commencer à créer en même temps. Les gens arrivent, ils disent ils sont curieux et tout. Mais je te reconnais. Toi c'est Nolek, toi c'est Mara, signature. Toi c'est Noun. Génial. Mais il y a le mur d'Oberkampf à Paris, c'est toi qui l'as fait. Les blazes. Ouais. Donc ils ont leur signalétique, leur identité artistique. Faut qu'on connaisse un peu, c'est sympa. Et voilà. Et donc il y a des interactions qui se font. Et là, donc c'est le collectif. Les street artistes savent que mais tu veux faire? Viens, on va faire ensemble. T'aimerais faire quoi? Non. Non, pas moi, non. Puis là, c'est générationnel, j'imagine. Ouais. Vraiment, tu as les petits. Et oui. Non, mais si, tu vas pouvoir. Papa, maman, j'ai fait un Mara. Et là, il se joue quelque chose. Et il y a ce côté très intuitif. Je parlais d'éprouver, d'émotion. On rentre par l'émotion, on rentre par le sensible. Et après, mais vous faites quoi? Vous avez le temps, on prend un café?
Allez. C'est comme ça que vous allez à la pêche. Il y a une question d'intergénérationnalité, ça émerge, mais parce que il y a quand même une grande partie de la population vieillissante, qui a pas vraiment été éduquée dans l'écoute de ses émotions, dans le fait de savoir repérer comme ça. Ah oui? Je sais pas je sais pas si on peut pas voir les choses inversement. Okay. D'une jeunesse qui s'est complètement coupée à cause des smartphones. Qu'est-ce que vous repérez, vous, justement, sur cette capacité à créer du lien? Est-ce qu'il y en a qui sont des générations plus douées que d'autres? Alors, je pense que non. De génération en génération, depuis la nuit des temps, ça n'a pas changé. Il y a un invariant. Okay. Alors, effectivement, par exemple, le smartphone a révolutionné les comportements des ados. Voilà, qui ont plus de mal à communiquer les uns avec les autres. Donc ça, c'est indéniable. Mais je pense que dans le rapport, en tout cas, au dispositif que l'on a, il va pas y avoir de blocage, quel que soit le côté générationnel, de genre, de culture, etc. Après, ça va parler plus ou moins. C'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments qui vont attirer plus ou moins. Une œuvre de street art va pas forcément attirer certaines catégories socio-professionnelles. C'est pour ça qu'on fait des pétanques participatives. Ça fonctionne aussi très bien. Diversifié, en fait. Ouais. On s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'adapte à l'écosystème dans lequel on est, quoi. On peut multiplier les designs, ce qu'on appelle à l'infini, quoi. Vous commencez à voir déjà des mouvements qui vont vraiment impacter le futur, cette mobilisation des acteurs, cette multiplication des acteurs, un peu comme les rhizomes dont tu parlais tout à l'heure. On n'a rien inventé. Nous, personnellement, artivistes, on n'a rien inventé. Voilà. La seule innovation qu'on a, il faut rendre, par exemple, artiviste, d'ailleurs, au départ, c'est un acronyme. Je l'ai même plus, parce que ça a 10 ans, en fait, nos 10 ans cette année. C'était dans les favelas, au Brésil, comme contre-réaction à l'autoritarisme politique. Alors, on n'a rien inventé dans ces modalités en fait de manifestation. Le seul élément, comme pour le projet de recherche dont je parlais, Oasis, c'est qu'on y greffe une loupe analytique. C'est la seule différenciation. C'est-à-dire que ça a toujours existé. Voilà, ces mouvements culturels, artistiques, ou non, parce que ça peut être autre chose. Hein, ça peut être, je sais pas moi, un groupe de retraités, tu parlais d'intergénérationnel, qui va se retrouver à faire du tricot, mais c'est la même chose. Je veux dire, voilà, c'est simplement qu'on va peut-être faire un atelier de tricot, mais en essayant de comprendre ce qui se passe et de mettre des gens. Alors on essaye de pas être dans la segmentation, on va voir que des retraités parce que bon, il n'y aurait pas suffisamment d'interaction. On essaye d'avoir un peu plus de mixité, d'hybrider, voilà. Mais je pense que c'est une question qu'il faut approfondir, d'avoir des éléments trop d'a priori catégoriels. Ok, on voit le chercheur. Peut-être juste une question parce que c'est dans l'actualité. J'ai entendu ce matin qu'il y avait des projets de loi, des projets de durcissement de la répression des free parties. La free party, c'est un espace où les gens justement recréent de manière très informelle et hors des lieux d'expression de la fête habituelle, c'est-à-dire la religion, la politique institutionnelle. Comment tu observes ça est-ce que tu as une observation là-dessus sur la manière dont les gens récupèrent un espace qui est parfois privé, qui est parfois public, en très grand nombre pour faire la fête? Alors là, je vais me placer dans la peau du papa que je suis. Donc voilà, j'ai 2 filles de 19 et 13 ans et donc je transmets mes valeurs. Et imaginons que je sois devant une chaîne d'actualité et que l'information soit traitée, quelle que soit la façon dont elle soit traitée. Je ne juge pas la façon dont le cadrage éditorial est fait. Et le réflexe que j'aurais pour être dans l'éducation, c'est de discuter. Alors, toi, t'en penses quoi? Voilà, de partir d'abord de la représentation, ou de l'adulte ou de l'enfant. Et après, pour décaler, si jamais elle me posait la question, parce que si elle me pose pas la question, je garderai la réflexion pour moi. Mais on va imaginer, puisque toi tu me poses la question. Je te la pose. Voilà, c'est la free party expliquée à ma fille. Ouais. Voilà, ça, en gros, c'est ça. Je décalerai complètement la réflexion. Et non pas sur le côté, tiens, durcissement, loi, free, on investit un espace qui est légalement pas possible. Pourquoi ce genre de manifestation
dont il faudrait voir la profondeur historique ou non. Est-ce qu'il y avait des free parties au Moyen-Âge ou non? Je sais pas. Peut-être ça s'appelait le carnaval. Ou... Je suis peut-être transgressif quand je dis ça, mais interrogeons-nous sur ce que l'on pense être quelque chose de nouveau et d'effervescent et qu'il est peut-être pas. Interrogeons-nous toujours. Et justement, le besoin de Dionysaque, le besoin d'effervescence, le besoin de festivité, le besoin de quoi? Le besoin de se soustraire, peut-être, je dis peut-être parce que je ne suis pas à la place des personnes. Et j'ai pas cette capacité à être dans les cerveaux, les perceptions des personnes qui vont aller dans les free parties. Qu'est-ce qui les motive à aller là-dedans? Mais ce besoin, à un moment donné, de se soustraire à cette réalité dans laquelle on vit. Et là, force est de constater, je pense que on peut prendre n'importe quelle coloration politique, tout le monde va faire le même constat. Le constat dans lequel on est en 2026, malgré toute la régulation que l'on a encore en France, avec la sécurité sociale, le chômage, etc., donc il y a encore de la cohésion sociale, le constat est de plus en plus sombre. Voilà. On est dans un monde qui se fragmente, donc il faut toujours avoir, garder le cadre, ça pourrait être pire, voilà, mais on est dans un monde qui se fragmente, qui se polarise, comme tu disais, il y a des tensions, il y a des problèmes. Et peut-être que la free party, faudrait alors la voir. Je ne le juge pas du caractère légal ou non, de la répression ou non. C'est l'État qui répond à ça, qui veut faire une loi. C'est démocratique. Les personnes ont voté pour un gouvernement, pour des députés. Ils légifèrent. C'est la vie démocratique. Vous êtes pour, vous êtes contre, on vote. Vous êtes plus d'accord. Revotez. Voilà. Il faut accepter l'espace démocratique tel qu'il est. Mais peut-être que moi, en tant que chercheur, mon réflexe, c'est de m'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a peut-être de plus en plus de free party. Et ce besoin de plus en plus de se soustraire. Alors, je vais faire peut-être un lien raccourci. Alors, c'est juste une réflexion comme ça, parce que c'est pas une réflexion de sociologue. C'est la free party expliquée à ma fille. Donc là, je suis pas sur un élément analytique, je suis sur un élément émotionnel. Et de dire, oui, mais il y a autre chose, il y a les jeux vidéo, il y a les réseaux sociaux, il y a des échappatoires au monde. Et peut-être que la free party, c'est des gens qui décident d'investir ensemble un espace sur une durée. Donc il y a un espace-temps et ils sont ensemble. Alors les autres, ils sont ensemble virtuellement. Et sur TikTok, ils sont pas ensemble, j'allais te dire. Est-ce qu'ils sont ensemble sur TikTok? Voilà. Est-ce qu'ils sont ensemble dans les rave parties ou les free parties? Est-ce que c'est pas individuel? Est-ce que c'est pas l'individualisme poussé à l'extrême? C'est une question, Où en fait c'est une somme d'individus qui sont censés se rassembler, mais ça discute dans les free parties. Je t'avoue que j'en ai pas fait beaucoup. Pareil, j'ai pas fait d'ethnographie des free parties. Est-ce que les murs d'enceinte font qu'il n'y a pas une forme de soustraction où on est ensemble tout en étant? Est-ce que c'est pas une hypermodernité? Justement, est-ce que c'est pas l'avènement de la postmodernité là-dessus, c'est-à-dire de l'individualisme à outrance tellement poussé que même quand on est en commun, même quand on est dans la festivité, finalement, on va être replié sur soi-même. Je sais pas, il y a eu des recherches là-dessus et certains parlent de zone d'autonomie temporaire. Ouais. Ou d'artistique temporaire. En tout cas, c'est des gens s'y retrouvent. Donc, en fait, je pense c'est important de se poser la question de effectivement. Que fait-on d'un point de vue légal? Mais avant tout, ça existe. Ça dit de cette société. Ça existe. Ouais. Donc c'est un indicateur de ce que nous vivons en ce moment. Et d'ailleurs, est-ce que dans ces free parties, on va retrouver, on parlait de génération, qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce que c'est de l'entre-soi? Est-ce qu'il y a des retraités? Est-ce qu'il y a des vieux punks j'en sais rien. C'est possible. J'en sais rien. Il faudrait qu'on y aille. C'est là où il faut faire une ethnographie ou une anthropologie. Si quelqu'un veut venir nous parler. Avec la Rosalie, on part à la free party. Je viens de recevoir un message. C'est clandestin. Allons-y. Lionel, qu'est-ce qui je te vois jubiler, je le disais tout à l'heure, j'ai arrêté parce que ta parole pour prévenir les auditeurs que tu es en train de jubiler. Qu'est-ce qui te pousse toi personnellement? Qu'est-ce qui te donne cette énergie d'agir sur ces oasis de fraternité et sur ces questions de mettre la complexité dans les mains de chacun? Alors, le côté jubilatoire, de mon point de vue, c'est le côté recherche. C'est d'être arrivé
force, vraiment à force, du poignet, c'est-à-dire la benne à ordures de dispositifs qui n'ont pas marché. Je peux vous dire que j'en ai un paquet, Je te pose pas la question, mais on aurait presque envie de savoir là, les pires flops. Le pire flop, je peux en parler, moi j'ai pas peur. Mon grand moment de solitude, on est en 2015, c'est le tram du climat. On monte donc à Montpellier, j'habite à Montpellier, à la Maison de la Démocratie, tout un symbole avec, c'était les climatologues qui allaient à la rencontre des gens avec le train du climat. Donc on monte tout un dispositif pour faire venir les citoyens à la Maison de la Démocratie pour discuter, pour avoir une forme de médiation et qui soit pas du catéchisme climatique, mais justement de pouvoir discuter parce que je suis spécialiste du climat, j'ai travaillé sur les controverses climatiques, mais de pouvoir discuter de la façon dont les gens ça les intéresse. Donc vraiment en mettant le paquet, donc on a la collectivité, métropole, ville, etc. On fait grand tapage médiatique, etc. Zéro citoyen. C'est dur. Ça, c'est dur. Grand moment de solitude. Et c'est peut-être que là est né Artiviste, qui n'existait pas encore. Voilà. En même temps, se faisait un événement, au quartier des Beaux-Arts, avec du street art, de la musique. Alors, un dispositif que j'avais qui fonctionnait pas non plus, l'arbre à palabres climatique, qui a bien été réinvesti et récupéré pendant la COP. Voilà, je dirais pas trop, mais bon, là. Il y a des gens qui ont tendance à s'accaparer les idées des autres. Et donc là, une effervescence dans la rue, où les gens venaient, mais c'est génial. Et là, vous avez dit, on va peut-être faire plutôt ça, alors. Et c'est là où je me suis dit, ça, c'est génial. Okay. C'est vers là où il faut aller. C'est-à-dire, le bide, vraiment, c'était un gros bide, J'ai vraiment vécu un moment de solitude, parce que on était dans l'entre-soi, a permis une émergence. C'est se dire, bon, ben voilà, on a compris. Ben, ça, c'est bon. On va pas le refaire. C'est vers ça qu'il faut aller. Voilà, je crois que 3 mois après... Et donc, l'énergie, tu la trouves quand tu débusques ces mécanismes qui fonctionnent? Il faut... Le chercheur est là pour essayer de comprendre avec un maximum d'intelligibilité quel moment de l'histoire on vit. En tout cas, dans ce cadre-là des oasis. Si on pose la question comme ça, on peut pas y répondre, là, alors on va la reformuler. Quel moment de l'histoire de l'on vit et comment remettre la fraternité au cœur de notre contrat social. C'est le sociologue qui parle. Déjà ça parle plus. Comment remettre le lien en fait, parce que fraternité ça va tout de suite, ça va friter. Donc ok, c'est très bien. Non, comment mettre le lien. Et vous le lien ça mais moi ça me parle le lien. Au travail, c'est mon Dieu, on se parle pas avec les collègues ou alors ça intéresse tout le monde et c'est jubilatoire. Pourquoi? Parce que non seulement ça nous permet d'aller finement comprendre ce qui se passe dans l'ordinaire de la vie des gens, mais cet ordinaire de la vie des gens est extraordinaire, parce que l'extraordinaire, il n'est pas dans les milliards d'euros que l'on pourrait avoir, etc. L'extraordinaire, de mon point de vue, avec mon système de valeurs, il est dans ce qu'on partage, là, par exemple, toi et moi, dans ce qu'on partage dans ces ateliers participatifs, parce que quoi de plus beau, je partais d'anecdote d'Edgar qui prend la main de cette dame, quoi de plus beau que de dire à l'autre, je te prends, je te serre la main et tu existes. Tu existes dans mon regard. Est-ce que j'en partage? Il y a cette mutuelle-là. Et Edgar est très marquant pour ça. Et donc moi, je suis dans cette jubilation-là, c'est de continuer justement cette œuvre-là et de dire, on va descendre là, et cet ordinaire, on va le rendre extraordinaire et le comprendre. Et avec cette dimension émancipatrice. On va essayer de faire mieux. Mais attention, idéalement, et tous ceux qui sont pas d'accord, là, les contrariants, les pas contents, venez, ça nous intéresse, là. Venez discuter avec nous. On va pas vous changer, on va pas dire vous avez tort, vous avez raison, Par contre, on va mettre un état des lieux de nos désaccords, mais finalement, on peut peut-être faire une partie de pétanque ensemble, on peut partager un café, il y a des enfants qui vont jouer, on va leur faire une marelle, là, avec la fraternité ou je sais pas quoi. On peut faire vivre ensemble avec nos différences. Alors Lionel, pour terminer cet épisode, et comme je le fais avec tous mes invités, je vais te donner une boule de cristal. Waouh. Ouais. Et dans cette boule de cristal, je voudrais que tu regardes l'avenir et que tu me dises comment tu vois l'avenir et notre capacité à recréer des liens sains entre humains. Alors, si je regarde au sens propre du terme dans la boule de cristal, là, je crois que mes dons de voyance sont limités parce que c'est très très flou. Donc, je vais faire un exercice où on va imaginer que je suis voyant. Alors,
l'avenir, il est formidablement indéterminé. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que demain va advenir. Donc, c'est plutôt un souhait que je vais formuler, un peu comme une uchronie, c'est-à-dire un livre où on est en train de vivre l'histoire, et plutôt qu'elle se passe comme ça, on va faire en sorte qu'elle se passe autrement, vous voyez. Là, peut-être qu'on va vers l'abîme, comme dit, c'est un livre d'Edgar, hein, voilà, vers l'abîme. Peut-être qu'on y est déjà, on sait pas, hein, mais peut-être qu'on peut encore reculer. Donc, je vais lire dans l'avenir au regard de cet élément-là. On va imaginer que les choses se passent bien, voilà, ou se passent mieux. D'accord. Et donc, des avenirs souhaitables. Et donc, je lis l'avenir, et d'ailleurs, c'est un poème que j'ai fait suite à une introduction dans l'université de Terrain Edgar Morin à Grenoble. On était à Villard-de-Lans, dans le cadre de ce séminaire. Pascal Rogero, qui est un compagnon de route et ami d'Edgar Morin, avait fait une introduction à la pensée complexe. Et derrière, j'ai fait quoi? J'ai fait une poésie prospective, où c'était un grand-père qui discutait avec sa petite-fille, et le monde était advenu. Quel monde? Le monde d'Edgar, le monde de la terre-patrie, le monde où il y a un projet de civilisation. Et on comprend à la fin du poème que le grand-père qui parle à sa petite-fille est né après 2030. Donc on est dans un élément de prospective. Et donc ce grand-père raconte le monde d'avant qu'il a connu. Donc 2030, c'est les enfants qui sont pas encore nés, qui sont à venir. Et la petite fille lui dit, mais c'était comment le monde d'avant? Et donc il décrit le monde avec toute la fragmentation, le délitement, les conflits armés, les polarisations. Il dit, mais c'était avant que le monde s'unisse, avant que le monde devienne partie. Alors bien sûr, c'est totalement utopiste tel que l'on le dit maintenant, mais si on est dans le paradigme de la pensée complexe, si on épouse l'héritage de la pensée complexe, nul ne sait comment l'avenir va advenir. Qu'est-ce qui va advenir? Les émergences. Et peut-être que les petites graines que l'on pousse à travers les oasis, qui sont en train de s'essaimer, d'ailleurs, là, cet après-midi, je serai avec des Brésiliens, on va faire germer des oasis de fraternité à l'échelle d'un État du Brésil, d'abord dans le sud, et après, on va aller dans le nord. Et donc, dans cette boule de cristal, je vois quoi? Je vois une unification où, en fait, on aurait compris que nos différences ne sont pas des facteurs de division, mais des richesses. Merci beaucoup Lionel pour cette vision du futur. Merci aussi d'avoir été avec moi dans cette merci à toi. Dans ce voyage. J'invite évidemment nos auditeurs à suivre tes activités, les activités de la chaire Complexité, et à venir participer à vos recherches actions participatives. C'est une formidable opportunité de se mêler de ce qui nous regarde tous. Oui, tout à fait. Je vous invite aussi à venir regarder ce que fait mon agence, l'agence Rosalie, parce que je propose de mener avec vous des ateliers de prospective en entreprise ou dans vos organisations associatives, par exemple. Et la prospective, c'est aussi un super sport collectif, c'est une philosophie de l'action collective. Donc, si vous avez envie de vivre ça en vrai, et dans la joie, et dans l'audace, contactez-moi. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Voyage en Rosalie. À bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a plu? N'oubliez pas de le noter et de le partager autour de vous. N'oubliez pas non plus que Rosalie, c'est désormais une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations et vous aider à bâtir des ponts plutôt que des murs. On vous propose un combo en 3 étapes, à vous de choisir ce dont vous avez besoin. Étape 1, l'audit et la prospective pour voir loin ensemble. Étape 2, les ateliers et l'animation de vos communautés internes pour faire ensemble. Et enfin, l'étape 3, votre communication au prisme des liens. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com.